Chapitre 11 Vérité première à propos du problème colonial. Le XXe siècle, à l'échelle du monde, n'aura pas été seulement l'ère des découvertes atomiques et des explorations interplanétaires. Le deuxième bouleversement de cette époque est sans conteste la conquête par les peuples des terres qui leur appartiennent. Bousculés par la revendication nationale de régions immenses, les colonialistes ont dû desserrer leur étreinte. Toutefois, ce phénomène de libération, de triomphe des indépendances nationales, de recul du colonialisme, ne se présente pas dans une manière unique. Chaque ancienne colonie a une façon déterminée d'accéder à l'indépendance. Chaque nouvel État, souverain, se trouve pratiquement dans l'obligation de maintenir avec l'ancien oppresseur des relations définies et préférentielles. Les partis qui mènent la lutte contre l'oppression colonialiste, à une certaine phase du combat, décident tactiquement d'accepter une parcelle d'indépendance avec la ferme intention de relancer le peuple dans le cadre de la stratégie fondamentale de l'évacuation totale du territoire et de la prise en main effective de toutes les ressources nationales. Ce style classique, et plusieurs fois incarné, est aujourd'hui connu. Par contre, il existe toute une dialectique opposée qui, semble-t-il, n'a pas retenu suffisamment l'attention. Première hypothèque, les droits de l'ancien occupant. Il y a quelques décades, les gouvernants colonialistes pouvaient indéfiniment exposer les préoccupations hautement civilisatrices de leur pays, les concessions, les expropriations, l'exploitation des travailleurs, la grande misère des peuples étaient traditionnellement escamotées et niées. Par la suite, au moment de se retirer de ce territoire, les colonialistes furent mis dans l'obligation de jeter leur masque. Dans les négociations sur l'indépendance, il était d'abord question des intérêts économiques. Banques, zones monétaires, permis de recherche, concessions d'exploitation, inviolabilité des propriétés volées aux paysans lors de la conquête, etc. D'œuvres civilisatrices, évangéliques ou culturelles, il ne fut plus question. L'heure était aux choses sérieuses et non aux balivernes. De telles attitudes devaient éclairer la conscience des hommes en lutte dans d'autres régions du monde. Les véritables droits de l'occupant furent alors parfaitement identifiés. Minorité issue de la métropole, mission universitaire, assistance technique, amitié affirmée et réaffirmée sont passées au second plan. De toute évidence, l'important devenait les droits réels que l'occupant entendait arracher au peuple comme prix d'un morceau d'indépendance. L'acceptation d'une souveraineté nominale et le refus absolu d'une indépendance réelle, telle est la réaction type des nations colonialistes à l'égard de leurs anciennes colonies. Le néocolonialisme est imprégné par quelques idées qui, à la fois, font sa force en préparant sa nécessaire décadence. Au cours de la lutte de libération, des choses ne sont pas claires dans la conscience du peuple qui se bat. À la fois refus de l'inexistence politique, de la misère, de l'analphabétisme, du complexe d'infériorité distillé savamment par l'oppression, ce combat est pendant longtemps indifférencié. Le colonialisme va mettre à profit cette indétermination, armé d'une bienveillance révolutionnaire et spectaculaire, il va tout reconnaître à l'ancienne colonie, mais ce faisant, il lui arrache une dépendance économique qui devient programme d'aide et d'assistance. Nous avons vu que la plupart du temps, cette tentative triomphe. L'originalité de cette phase est qu'elle est nécessairement courte. C'est qu'il faut peu de temps au peuple pour qu'il s'aperçoive que rien de fondamental n'a été changé. Passé des heures d'effusion et d'enthousiasme devant le spectacle du drapeau national flottant dans le vent, le peuple retrouve la dimension première de son exigence, du pain, des vêtements, un abri. Le néocolonialisme, parce qu'il se propose de rendre justice à la dignité humaine en général, s'adresse essentiellement à la bourgeoisie et aux intellectuels du pays colonial. Aujourd'hui, les peuples ne se sentent plus le ventre en paix quand le pays colonial a reconnu la valeur de ses élites. Les peuples veulent que cela change réellement et tout de suite. C'est ainsi que la lutte reprend avec une violence irréfragable. Dans cette deuxième phase, l'occupant se hérisse et lance toutes ses forces. Ce qui fut arraché par les bombardements est reconverti en résultat de libres négociations. L'ancien occupant intervient, fort de ses devoirs, et installe de nouveau sa guerre dans un pays indépendant. Toutes les anciennes colonies, de l'Indonésie à l'Égypte, en passant par le Panama, qui ont voulu dénoncer les accords arrachés par la force, se sont trouvées dans l'obligation de soutenir une nouvelle guerre et quelquefois de voir leur souveraineté de nouveau atteinte et amputée. Les fameux droits de l'occupant, le chantage au passé de vie commune, la persistance d'un pacte colonial rajeuni, sont les bases permanentes d'une attaque menée contre la souveraineté nationale.
Deuxième hypothèque, les zones d'influence. Le souci de maintenir l'ancienne colonie dans le carcan de l'oppression économique n'est évidemment pas du sadisme. Ce n'est pas par méchanceté ou mauvais vouloir qu'une telle attitude est adoptée. C'est que la gestion par les peuples coloniaux de leur richesse nationale compromet l'équilibre économique de l'ancien occupant. La reconversion de l'économie coloniale, les industries de transformation de matières premières provenant de territoires sous-développés, la disparition du pacte colonial, la compétition avec les capitaux étrangers, constituent un danger de mort pour l'impérialisme. Pour des nations comme l'Angleterre et la France, interfère l'importante question des zones d'influence. Unanimes dans leur décision de briser la revendication nationale des peuples coloniaux, ces pays mènent une lutte gigantesque pour l'accaparement des marchés mondiaux. Les batailles économiques entre la France, l'Angleterre et les États-Unis au Moyen-Orient, en Extrême-Orient et maintenant en Afrique donnent la mesure de la voracité et de la bestialité impérialiste. Et il n'est pas exagéré de dire que ces batailles sont la cause directe des stratégies qui, encore aujourd'hui, secouent les États nouvellement indépendants. Dans les circonstances exceptionnelles, les zones d'influence de la livre sterling, du dollar ou du franc se convertissent et deviennent, par un tour de passe-passe, le monde occidental. Aujourd'hui, au Liban et en Irak, à en croire M. Malraux, c'est le mot occidentaliste qui se trouve en danger. Le pétrole irakien a levé toutes les interdictions et actualisé les véritables problèmes. On a en mémoire les interventions violentes des forces armées américaines dans l'archipel des Antilles ou en Amérique latine, chaque fois que les dictatures appuyées par la politique américaine se sont trouvées en danger. Les marines, qui déferlent aujourd'hui sur Beyrouth, sont les frères de ceux qui, épisodiquement, vont rétablir l'ordre en Haïti, à Costa Rica, à Panama. C'est que les États-Unis estiment que les deux Amériques constituent un monde régi par la doctrine de Monroe, dont l'application est confiée aux forces américaines. L'article unique de cette doctrine stipule que l'Amérique appartient aux Américains, c'est-à-dire au département d'État. Ces débouchés s'étant révélés insuffisants, l'Amérique devait fatalement se tourner vers d'autres régions, en l'occurrence l'Extrême-Orient, le Moyen-Orient et l'Afrique. Compétition de rapaces, ces créations sont doctrine Eisenhower contre l'Angleterre au Moyen-Orient, soutien à Ngo Dinh Diem contre la France en Indochine, commission d'aide économique en Afrique annoncée par le voyage présidentiel de M. Nixon contre la France, l'Angleterre et la Belgique. Chaque lutte de libération nationale doit tenir compte des zones d'influence. La guerre froide. Cette stratégie compétitive des nations occidentales entre, par ailleurs, dans le cadre plus vaste de la politique des deux blocs qui fait peser sur le monde, depuis 10 ans, une menace précise de désintégration atomique. Et ça n'est certes pas un hasard si derrière chaque revendication nationale d'un peuple colonial, on découvre, de façon presque stéréotypée, la main ou l'œil de Moscou. C'est que toute difficulté faite à la suprématie de l'Occident dans une parcelle du monde est une atteinte concrète à sa puissance économique, à l'étendue de ses bases stratégiques militaires, à une limitation de son potentiel. Chaque contestation des droits de l'Occident sur un pays colonial est à la fois vécue comme un affaiblissement du monde occidental et renforcement du monde communiste. Aujourd'hui, une île comme Chypre, qui n'a presque pas de ressources propres et qui a une population d'à peine 1 demi-million d'hommes, fait l'objet de rivalités violentes. Et il n'est pas jusqu'à l'OTAN, cette organisation chargée de stopper l'invasion soviétique, qui ne soit mise en danger par les problèmes qui se posent autour de l'île de Chypre. Le troisième bloc. La prise de position de quelques pays nouvellement indépendants, décidés à demeurer en dehors de la politique des blocs, a introduit une dimension originale dans l'équilibre des forces dans le monde. Politique dite de neutralisme positif, de non-dépendance, de non-engagement, troisième force, les pays sous-développés qui se réveillent d'un long sommeil d'esclavage et d'oppression ont estimé de leur devoir de demeurer en dehors de toute préoccupation belliciste afin de consacrer l'essor économique au recul de la faim, à la promotion de l'homme. Et, en vérité, ce que les Occidentaux n'ont pas compris, c'est qu'il se crée aujourd'hui un nouvel humanisme, une nouvelle théorie de l'homme qui a sa racine dans l'homme et qui ne veut pas autre chose que le triomphe inégalé de cet homme. Il est facile de traiter le président Nehru d'indécis parce qu'il refuse de s'atteler à l'impérialisme occidental, les présidents Nasser ou Sucre Arnaud de violents quand ils nationalisent leurs compagnies ou revendiquent les parcelles de leur territoire encore sous domination étrangère.
Ce que l'on ne voit pas, c'est que les 350 millions d'hindous qui ont connu la fin de l'impérialisme anglais réclament actuellement du pain, la paix et le bien-être. C'est que les fellahs égyptiens ou les boys indonésiens, qui permettaient aux écrivains occidentaux de faire œuvre exotique, exigent de prendre en main leur destinée et refusent de jouer le rôle de panorama inerte auquel ils étaient dévolus. Le prestige de l'Occident. Et nous touchons ici à un problème psychologique qui n'est certes pas fondamental, mais qui entre dans la constitution de la dialectique qui se développe actuellement. Système économique de référence, donc d'oppression, l'Occident se prévaut aussi de sa supériorité humaniste. Le modèle occidental se trouve atteint dans son essence et dans sa finalité. Les jeunes, les arabes et les nègres, aujourd'hui, veulent dire leurs projets, veulent affirmer leurs valeurs, veulent définir leurs relations avec le monde. La négation du béni-oui-ouisme politique est liée au refus du béni-oui-ouisme économique et du béni-oui-ouisme culturel. Il n'est plus vrai que la promotion des valeurs passe par le tamis de l'Occident. Il n'est pas vrai qu'il nous faille constamment être à la remorque, suivre, dépendre de qui que ce soit. Tous les pays coloniaux qui mènent la lutte aujourd'hui doivent savoir que l'indépendance politique qu'ils arracheront à l'ennemi contre le maintien d'une dépendance économique n'est qu'un leurre, que la deuxième phase de libération totale est nécessaire parce que exigée par les masses populaires, que cette deuxième phase, parce que capitale, doit être dure et menée avec aridité, qu'enfin, à ce stade, il faudra tenir compte de la stratégie mondiale des blocs, car l'Occident est à la fois confronté avec un double problème, le danger communiste et l'apparition d'un troisième bloc neutraliste, représenté essentiellement par les pays sous-développés. Le devenir de tout homme entretient aujourd'hui des rapports d'étroite dépendance avec le reste de l'univers. C'est pourquoi les peuples coloniaux doivent redoubler de vigilance et de vigueur. L'apparition d'un nouvel humanisme est à ce prix. Les loups ne doivent plus trouver de brebis isolées. Il faut que l'impérialisme soit stoppé dans toutes ses tentatives de renforcement. Les peuples le veulent, le processus historique l'exige.